Bonsoir à tous, il est 20h à Libreville. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le paiement des pensions retraite, les bénéficiaires passent progressivement à la caisse après une entame timide de cette opération. Enfin, au Nigeria, un groupe d'éleveurs trouve la mort suite à une explosion au centre du pays. Nous ouvrons cette édition d'information avec cet accident de circulation survenu cet après-midi au Lac Bleu dans le premier arrondissement de Libreville. Aucune perte en vie humaine mais plusieurs blessés et graves. Les victimes ont été conduites de toute urgence dans les structures hospitalières de la place pour subir les premiers soins. La suite de cette édition d'information, conférence de presse ce matin de la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Au menu des échanges avec les hommes des médias, la problématique du paiement du 13e mois et la gestion de l'actuel administrateur provisoire, une situation qui amène la coalition à souhaiter l'implication personnelle du chef de l'État gabonais. C'est un reportage signé d'Alexandre Mbaondo. Le bras de fer entre la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale et l'administration provisoire est loin de connaître son épilogue. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse initiée par cette entité syndicale. Pour le porte-parole de cette coalition, l'approche managériale de l'actuel AP laisse à désirer. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il fasse un management participatif. Parce que quand on fait du management participatif, quand on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, on commence par convoquer l'ensemble de ses collaborateurs. Et après, on fait des séances de brainstorming avec chaque département opérationnel pour avoir une idée de ce qui se passe. Il est banquier, c'est la sécurité sociale ici. Donc, il ne connaît pas forcément la sécurité sociale. Et c'est pour ça qu'il se comporte en banquier. Vous observez qu'il n'aime parler que des chiffres. Selon certaines indiscrétions, la poursuite de la grève au sein de la CNSS semble profiter à certains. Donc, quand vous demandez, on a l'impression que cette grève sert d'autres intérêts. Mais que chacun se fasse son opinion. Quand quelqu'un choisit de dépenser plus d'argent que ce qu'on lui demande, bon, il y a quand même quelques questions à se poser. Face à certaines allégations qui sous-entendent que la tête de l'administrateur provisoire serait mise à prix par la coalition des syndicats de la CNSS, le porte-parole se veut clair. La tête de l'administrateur provisoire ne nous intéresse pas. Parce qu'on estime qu'il est ici pour 12 mois. On prend notamment la patience, il va partir. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il va partir. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le management qu'il pratique. Au soir de cette conférence de presse, ayant constaté les limites de la gestion du dossier CNSS par l'actuel AP, la coalition des syndicats de la CNSS souhaite l'implication personnelle du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le paiement exceptionnel de nouveaux droits aux retraités, la mesure annoncée par le président gabonais le 31 décembre dernier, conforme. L'opération entamée timidement connaît bel et bien un engouement de bénéficiaires. Bienvenue Miko, Éric Bélé de la presse présidentielle. Libreville, CNSS Simo. En cette matinée de vendredi 27 janvier, le flux des retraités qui arrivent ici est inhabituel. À pied d'œuvre, depuis les premières heures du jour, les agents en service sur place s'attellent à satisfaire la demande des bénéficiaires des pensions retraite, conformément à l'annonce faite par le président de la République dans son discours à la nation le 31 décembre dernier. Merci beaucoup. Je remercie le chef d'État parce que c'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on nous paye. Ça fait 2 ans que je ne suis pas payé. Merci beaucoup. Dans la mesure où les plus hautes autorités de notre pays ont quand même tenu à nous satisfaire, et surtout tenir leur parole. Nous sommes très contents. Pour moi d'abord c'est un ouf de soulagement parce que je n'avais jamais été payé. Ça fait pratiquement bientôt 2 ans. Et je remercie vraiment l'action du chef de l'État et son gouvernement. Je dis merci. De la parole à l'acte, la Caisse nationale de sécurité sociale met en musique l'une des mesures prises par le chef de l'État pour le règlement intégral des arriérés de pension de retraite ce mois de janvier. Les choses se passent très bien, on va le dire aujourd'hui, parce qu'on a de l'affluence. Nous avons débuté le paiement des pensions aux retraités ce mardi 24 janvier 2023.
Les 2 premiers jours, il n'y avait pas d'affluence, mais depuis 3 à 4 jours, nous marquons un plus grand nombre de personnes sur notre site. Tout se passe bien, les assurés prennent leur chèque. La première phase de cette opération de paiement exceptionnel des nouveaux droits est donc bien engagée. Nous avions lancé lundi 23 janvier 2023 le paiement de 1000 allocations du VS, donc payées sous forme de paiement unique, donc conformément à l'article 75 du Code de sécurité sociale, c'est-à-dire sur l'ensemble des assurés n'ayant pas rempli toutes les conditions pour prétendre à l'obtention d'une pension normale. Donc c'est cette première phase que nous avons opérationnalisée depuis cette semaine et nous allons progressivement payer jusqu'au 3 février. Donc cette opération est vraiment une opportunité pour les retraités qui avaient déposé leur dossier depuis quelques années, pour certains 1 an, 2 ans, parfois plus. Ces derniers rentrent progressivement dans le droit, donc nous les invitons à se rapprocher de nos agences et se faire payer. Depuis la mise sous administration provisoire de la CNSS en juin 2022, la situation de la gestion des pensions retraite ici connaît de réelles avancées. Au lieu de vous déplacer à la CNSS, appelez numéro de téléphone 14 31 et 14 32 pour vous enquérir de la situation de votre dossier, pour savoir si votre nom est bien compris dans les listes et bien paru. Cela garantit la disponibilité de votre chèque et aussi pour savoir dans quelle localité votre nom a été publié. Normalement, cela a été fait en fonction des lieux d'habitation déclarés lors des traitements des dossiers. À hauteur d'environ 10 milliards de francs CFA, plus de 5000 retraités devraient bénéficier de cette mesure exceptionnelle inscrite dans l'action sociale du président de la République pour la lutte contre la précarité et les inégalités au Gabon. La coalition des syndicats de la CNSS souhaite l'intervention du président gabonais dans la crise qui prévaut à la Caisse nationale de sécurité sociale. Pourtant, 10 milliards de francs CFA ont été bel et bien débloqués et destinés au paiement des agents de cette entité ou aux retraités. Pour en parler, nous recevons encore une fois sur ce plateau Jocelyn Luingoma, porte-parole de la coalition des syndicats de la CNSS. Jocelyn Luingoma, bonsoir. Bonsoir. Alors, la crise se poursuit, la grève également. Le chef de l'État avait déjà débloqué 10 milliards de francs CFA pour résoudre justement les problèmes qui prévaut au sein de cette entité. Est-ce que les 10 milliards de francs CFA étaient prévus pour régler le problème des agents ou uniquement pour les retraités? Bien, mais ça c'est un détail que nous ne maîtrisons pas trop bien parce que en ce qui concerne les problèmes des agents, les charges sont en général prises en compte par les majorations des pénalités qui sont liées au paiement des cotisations. Et les prestations techniques sont payées par les cotisations principales. Donc les 10 milliards sont en réalité uniquement pour payer les prestations techniques, notamment les pensions. D'accord. Alors aujourd'hui, finalement, avec l'administration provisoire, on va dire plus rien ne va. Quelle différence faites-vous finalement entre cette administration et un véritable directeur général? Bien, il faut déjà comprendre que l'administration provisoire, telle que c'est prévu, est venue pour une activité ponctuelle, notamment celle de mettre en place des réformes pour pouvoir corriger tous les dysfonctionnements en termes de gouvernance et le cadre juridique, notamment le paramétrique. Et c'est son rôle. Or, actuellement, nous constatons, pour le regretter, que l'administrateur provisoire pose des actes de gestion, en fait, pour lesquels il n'est pas qualifié, puisque la direction générale, le directeur général de la CNSS, les missions sont prévues dans le Code de sécurité sociale, et c'est lui qui est habilité à modifier toutes les dispositions contractuelles s'agissant des contrats de travail des agents de la CNSS. Donc, l'administrateur provisoire, il est venu pour une mission précise. Il a une durée de 1 an. Vous pouvez rappeler la mission de cet administrateur provisoire, de l'administration provisoire? C'était quoi la mission exacte? De redresser aujourd'hui la structure d'une certaine manière? Évidemment, sa mission était pour corriger l'ensemble des dysfonctionnements au niveau de la gouvernance et adapter l'environnement juridique qui est devenu obsolète par rapport au contexte actuel. C'est ça ses missions. Et ensuite, quand il a terminé ses missions au bout de 1 an, parce que son contrat il est de 1 an, il transmet en fait l'ensemble des réformes qui seront prises en compte pour que la direction générale qui prendrait le relais
dans un contexte d'un fonctionnement normal, mettrait en branle toutes les réformes qui ont été mises en place par l'administrateur provisoire. Et vous pensez que les choses, depuis, on va dire, la prise de fonction de l'administrateur provisoire, sinon de son équipe, vous pensez que les choses vont de mal en pis ou la stabilité, sinon la mission qui lui était conférée, s'est plus ou moins améliorée? Bien, ce que je veux dire, c'est que ce matin, lors de notre conférence de presse, nous avons quand même attiré l'attention du président de la République, qui a eu une initiative louable, qui a été accueillie par les retraités avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut préciser qu'actuellement, les prestations qui sont en train d'être payées, parce qu'il y a deux types de prestations. Il y a le paiement unique, ce qu'on appelle les AV, et donc les allocations vieillesse, ce sont les paiements uniques. C'est des gens qui n'ont pas cotisé la totalité des mois qu'il faut pour bénéficier de la pension mensuelle. En réalité, les pensions mensuelles, le paiement des pensions mensuelles commence le 5 février. Donc les pensions qui sont en train d'être payées actuellement, ce sont les allocations vieillesse. D'accord. Alors, Jocelyne Lungoma, pourquoi est-ce que depuis, on va dire, l'entame de ce mouvement, les choses ne bougent pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, c'est la question que l'on se pose parce que quand on regarde un peu tout ce qui se fait actuellement, parce qu'il faut avouer que l'administrateur provisoire, qui est un banquier de formation, se retrouve prisonnier d'un groupe de turiféraires à la CNSS qui lui ont fait croire qu'il maîtrisait l'environnement technique. Et il s'est fié à ces gens-là, et aujourd'hui il est prisonnier de ce groupe de personnes, notamment qui l'entourent. Quel est ce groupe de personnes? Vous parlez d'un groupe de personnes, vous parlez toujours de manière un peu, on va dire, voilée. Est-ce que vraiment vous ne voulez pas citer les intéressés qui mettraient, on va dire, cet administrateur provisoire dans cette prison, dans cet univers carcéral? Bien, tous les agents de la CNSS le savent, ils sont principalement trois individus. Il y a quelqu'un qui n'a aucune fonction de façon officielle, qui officie aux côtés de l'administrateur provisoire, et il y a deux directeurs, notamment le directeur de la qualité, le directeur des affaires juridiques, qui l'induisent régulièrement en erreur, parce que nous, en tant que syndicat, nous faisons un effort de respecter la loi. Et donc, ils sont en permanence... Et la personne à côté du directeur, c'est qui l'identité? Bien, c'est un ancien agent du budget qui s'appelle Quentin Aubion. Tout le monde se demande quel est son rôle réel, parce qu'il n'a aucune mission officielle. Donc, c'est lui qui se permet, par exemple, de prendre un certain nombre... c'est lui qui se permet de donner un certain nombre d'informations aux travailleurs. Il se permet même de dire qu'il n'y a pas d'argent pour payer le 13e mois, quand on sait très bien que, au niveau du recouvrement, par exemple, les objectifs ont été largement atteints. Et quand on regarde, par exemple, toutes les actions, toutes les initiatives que l'on considère hasardeuses, parce que en violation des dispositions normatives, quand on externalise des paiements, les paiements ne sont pas l'activité principale de la caisse. Le paiement n'est qu'une étape du processus de liquidation des prestations. Donc avant le paiement des prestations, il y a toute une activité qui se met en place, notamment l'étude de la carrière, les liquidations, etc. et tous les contrôles pour qu'on soit convaincu que l'on va payer la bonne pension au bon bénéficiaire. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, pour contourner la grève, les turiféraires qui entourent l'administrateur provisoire lui ont fait croire qu'on pouvait se passer des services, des gens qui sont en fait formés et affectés à ces métiers. Ils lui ont fait croire qu'on pouvait contourner la grève en faisant des paiements en violation des dispositions normatives. Alors, ce matin, lors de la conférence justement de presse, vous avez sollicité l'intervention du chef de l'État, mais est-ce qu'avant, vous n'avez pas entrepris d'autres démarches qui devraient justement permettre à ce que la grève soit plus ou moins décrispée d'une certaine manière? Bien, nous avons sollicité d'autres personnalités, notamment le Premier ministre, considérant que le dialogue était rompu au niveau de l'entreprise. Nous avions, avec le ministre de tutelle, conclu, sur la base d'un procès verbal de conciliation, que cette situation serait réglée. Alors, nous sommes surpris que cet accord n'a pas du tout été respecté, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est incapable de nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre chez le ministre et au niveau de la direction générale de la CNSS pour que ce qui a été arrêté soit respecté. Et si nous interpellons le chef de l'État, c'est par rapport à l'initiative qu'il a eue, qui est louable, de finalement payer 5 000 nouveaux droits qui sont en souffrance. Parce que dans ces nouveaux droits, il y a des gens qui, depuis 2015, n'ont jamais touché leurs prestations. Et si l'on interpelle le chef de l'État, c'est pour qu'il ait un regard un peu particulier dans l'exécution de ces paiements-là. Parce qu'en réalité, quand on a regardé, par rapport à ce qui se fait, les contrôles qui devaient être faits en fait pour que les bonnes pensions soient versées aux bons bénéficiaires ont été
auscultés. Ça voudrait dire simplement qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se retrouvent avec deux types de pensions. Notamment, ils ont en même temps le paiement unique, donc l'allocation vieillesse, ils ont également la pension retraite. Donc vous voyez que c'est un manque à gagner. Et le risque, c'est que cet argent que le chef de l'État a débloqué pour soulager la souffrance de ces anciens risque d'atterrir dans les poches des gens qui ne sont pas en réalité des bénéficiaires, parce que simplement tous les contrôles qui doivent se faire avant de liquider ces pensions ont été exclus par le fonctionnement actuel. Ça voudrait dire quoi? C'est que les pensions qui sont virées, avec tout ce qu'il y a comme pollution au niveau du fichier, personne ne peut plus aujourd'hui contrôler qui réellement a reçu les pensions. Parce que après le paiement, il y a également une autre activité qui se fait, celle de faire le rapprochement, donc le contrôle de ceux qui ont réellement bénéficié des pensions. Or, aujourd'hui, quand on externalise les paiements, personne ne peut plus vérifier l'argent qui a été viré. Parce que, par exemple, quelqu'un qui vous présente un certificat de vie en début d'année, c'est ce qui se passe pour justifier que l'on est bien vivant. Celui qui vous présente un certificat de vie en janvier 2023, par exemple, et qui décède à la fin du mois de janvier, et qu'il est viré, en fait, de façon permanente. Ce monsieur va recevoir 12 mois de pension, parce que personne ne pourra vérifier, après les virements, que le monsieur, il est en réalité décédé, si le certificat de décès n'est pas présenté au niveau de la CNSS. Donc, vous voyez un peu tous ces éléments, notamment la bancarisation tout azimut est un danger, parce que quand Yaranzel est arrivé à la CNSS, il avait compris que c'était un environnement qui donnait l'opportunité, en fait, d'une fraude massive. Voilà. Donc, vous voulez dire aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de la CNSS, ceux qui sont présents n'ont pas compétence à pouvoir payer des prestations. Mais pourquoi simplement, on va tout simplement dire, à qui profite véritablement la grève? Mais c'est la question que l'on se pose, parce que le forfait que nous avions accepté dans l'accord que nous avons conclu, par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui se dépense aujourd'hui pour déployer ces efforts, je pense qu'on aurait payé le 13e mois avec tout ce qu'il y a comme dépenses financières autour des paiements qui se font à l'extérieur du siège de la CNSS. Aujourd'hui, les paiements sont délocalisés au niveau de CNSS IMO. On se pose la question, parce que le siège, quand même, c'est le symbole de la CNSS. Mais il est vide, il est libre, parce que nous avons, compte tenu des instructions du chef de l'État, nous avons, en respectant effectivement le droit de grève, nous avons ouvert un service minimum pour pouvoir payer ces nouveaux droits-là. Donc on ne comprend pas. Quand même le service minimum. Mais il fonctionne. Mais on ne comprend pas pourquoi on a délocalisé les paiements au niveau comment on appelle ça, au niveau de CNSS IMO, mais qui incite aussi de la CNSS. Et le siège est vide actuellement. Voilà. Jocelyne Lungoman, vous pensez qu'aujourd'hui, puisque vous l'avez dit de votre propre bouche, que l'administrateur général actuel aurait les mains liées, sinon il se retrouverait dans une sorte de cage et était d'une certaine manière conduit en erreur. Est-ce que vous pensez que si on change la direction actuelle, les choses pourraient se restabiliser au sein de la CNSS? Non, moi, je ne pense pas qu'il s'agit de changer la direction générale. Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je crois que l'administrateur provisoire aurait dû consulter l'ensemble de ses collaborateurs afin d'identifier les véritables collaborateurs qui pourraient l'accompagner. Or, la dernière fois, vous avez dit que vous avez quand même eu de négociations. Ça veut dire qu'il y a quand même eu, on va dire, des échanges entre les partenaires sociaux que vous êtes et la direction. Mais nous avons effectivement eu ces échanges, mais nous sommes désagréablement surpris qu'au terme de ces échanges, un compromis avait été trouvé et que l'administrateur provisoire est incapable de nous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que ce compromis n'a pas été exécuté, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a plus jamais communiqué avec nous. Et c'est donc par rapport à cela que nous interpellons le chef de l'État, non seulement pour attirer son attention par rapport à l'initiative qu'il a prise, qui risquerait malheureusement de devenir un cauchemar pour les véritables ayants droit, parce que si ces pensions sont orientées vers ceux qui ne sont pas en réalité des bénéficiaires, parce que retraités fictifs, ça serait vraiment dommage que le chef d'État prenne une initiative de cette nature et que les gens en réalité vers qui sont orientées ces prestations ne les perçoivent pas réellement. Alors si votre plaidoyer, c'est-à-dire votre appel, votre souhait lancé à l'endroit du chef de l'État n'était pas pris de sitôt, quelle serait la prochaine étape de ce mouvement de grève que vous avez entamé? Mais, monsieur le journaliste, vous imaginez que le chef de l'État ne peut pas être incapable, étant l'institution suprême. On n'a pas dit incapable, on a dit ce sont des questions urgentes. Bien. Je dis, si on ne vous répond pas maintenant, qu'il arrivait que votre situation soit prise en compte peut-être dans 6 mois, 9 mois, 1 année, alors qu'est-ce que vous comptez faire durant tout, on va dire, cette période-là? Bien, ce que nous on attend. Est-ce que vous allez continuer à attendre? Non, ce que nous on attend en fait, c'est qu'il y ait un son de cloche en face. Que l'on nous dise clairement que voilà la posture à adopter et nous sommes disposés. Mais quand il y a un silence, quand il n'y a pas de dialogue,
il n'y a pas de solution. Et on dit en général, quand un problème n'est pas résolu, c'est qu'il a été mal posé. Mais moi, je reste convaincu que le silence actuel de la part de notre administration provisoire ne peut pas être un frein pour nous. Moi, je pense que le chef de l'État, qui est garant des institutions de la République, pourrait apporter une solution à cette impasse qui, à mon avis, ne sert pas les travailleurs, et ça nous donne l'impression qu'en réalité, cette grève serait entretenue à d'autres fins. Et par rapport à cela, c'est pour ça que nous avons interpellé le chef de l'État. Nous sommes disposés à reprendre le travail immédiatement dès que notre revendication est résolue. Donc nous l'avons démontré. Le 18 novembre, nous avons fait une mobilisation d'avertissement de 2 heures. Et au bout de 2 heures, chacun rentre dans son bureau. Ça voudrait dire simplement que aujourd'hui, dès que cette question est réglée, nous repartons au travail. Mais nous disons également que il faut rapidement que nous reprenions le travail. Parce que c'est nous qui sommes compétents pour régler toutes les questions qui sont avant et après les paiements. Parce que ça va réellement faire très mal. Tous les manquements, tous les dysfonctionnements qui sont occasionnés par cette volonté de vouloir contourner la grève en pensant qu'on peut payer autrement qu'en utilisant les services opérationnels qui gèrent l'avant et l'après-paiement, je vous assure que ça va faire une catastrophe après. Alors, comme nous le disions tout à l'heure, si le chef de l'État mettait, on va dire, du temps à répondre à votre déléance, quelle serait votre étape? Sinon, quelle serait la démarche à prendre si votre cas n'est pas résolu à temps? Mais, monsieur le journaliste, la grève est le seul moyen, c'est le moyen ultime que les syndicats, que les travailleurs ont pour amener la partie d'en face à la négociation. Nous sommes ouverts à la négociation et nous attendons qu'on nous propose quelque chose. Nous avons des solutions, au-delà de ce qu'on nous a proposé au départ, nous sommes ouverts au dialogue, on est prêts à discuter et nous avons des solutions. Donc si nous avons des solutions, mais qu'on nous demande de proposer ces solutions, et nous allons les proposer. Donc qu'on arrête de faire en sorte que cette grève s'enlise, parce que finalement on penserait que cette grève arrange certaines personnes. Nous sommes prêts, on est un peu lassés de continuer à rester dans cette situation et nous implorons la magnanimité du chef de l'État pour qu'enfin une solution soit trouvée, mais que l'on s'asseye et que l'on trouve des solutions ensemble. Et je pense que ce n'est pas un problème de trésorerie, parce que je vous ai dit tantôt que le 13e mois, il est budgétisé annuellement. Et le budget de la CNSS, il est assis sur le recouvrement prévisionnel. Et ensuite, il est exécuté mensuellement au prorata temporis des jours travaillés. Ça voudrait simplement dire que ceux qui sont partis de la caisse entre janvier et décembre ont été payés. La preuve, c'est que les agents d'exécution ont été payés leur 13e mois. Et ceux qui sont partis pour des raisons multiples, notamment partis à la retraite, décédés ou en fin de contrat à durée déterminée, ils ont été soldés de leur compte au prorata temporis des jours pendant lesquels ils sont restés dans l'entreprise. Donc moi je pense que l'argument de ne pas pouvoir payer le reliquat, le reste des autres employés, c'est de l'inéquité. Je pense que c'est de l'inéquité. Et ensuite on aurait pensé que le gouvernement aurait pris une décision, parce que le comité de suivi pour lequel notre administrateur provisoire dit que c'est lui qui est à l'origine en fait de cette décision, je pense que ce n'est pas le rôle du comité de suivi et de contrôle. Le comité de suivi et de contrôle accompagne le gouvernement et c'est le gouvernement qui prend des décisions en fait dans ce sens-là. Donc le comité de contrôle n'est pas compétent pour décider de supprimer un ensemble d'avantages qui sont acquis pour les travailleurs. Bon alors, puisque justement le mouvement de grève se poursuit, rien ne s'améliore, vous avez devant vous le chef de l'État qui vous écoute, alors peut-être un dernier mot à l'endroit de l'autorité du pays. Bien, le dernier mot que j'ai à l'endroit de l'autorité du pays, je voudrais simplement qu'il soit sensible. Parce que je suis convaincu que certains de ses collaborateurs essaient d'exploiter cette grève à d'autres fins. Donc nous souhaitons que l'on s'asseye et nous avons des solutions à proposer. Nous avons plusieurs solutions à proposer, notamment un moratoire, un échelonnement sur plusieurs mensualités. On peut régler ce problème. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'on trouve des solutions? Parce qu'en réalité, ces solutions, on aurait pu les régler avec l'administrateur provisoire. Malheureusement, comme je disais tantôt, il est entouré d'un certain nombre de turiféraires zélés qui lui font penser qu'on peut contourner la grève en utilisant des solutions qui plombent en fait l'activité de l'entreprise, parce que, au demeurant, au finish, on va avoir des sérieux problèmes pour corriger toutes les erreurs qui sont en train d'être faites, notamment au niveau des paiements des prestations, des paiements qui seront indus, parce qu'il y a des gens qui vont bénéficier des pensions, comme je vous disais tantôt, quand on était devant le siège, il y a des morts qui sont sur les listes, il y a des décédés, etc. Il y a des gens qui ont la pension vieillesse et l'allocation vieillesse, dans le paiement unique. Vous voyez, tous ces éléments-là, si on appure ça, on pourrait gagner énormément d'argent pour régler cette question. Mais asseyons-nous
Et on trouve une solution, on la trouvera. Mais qu'on arrête de faire enliser la grève, parce que finalement, comme on disait, on serait tenté de penser que, en fait, cette grève, finalement, ne profite pas aux travailleurs, elle profite à des mains noires. Jocelyn Lingoman, je rappelle que vous êtes l'un de porte-parole de la coalition des syndicats de la CNSS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est moi qui vous dis merci. Alors, on se retrouve dans tous les cas lorsque la grève finalement connaîtra un bel épilogue. Et puis on aura de quoi discuter sur... Mais moi j'estime, je réitère, oui. Nous sommes disposés à discuter. Personne ne discute avec nous. C'est pour ça qu'on interpelle le chef de l'État, en espérant que le chef de l'État va taper du poing sur la table pour que ça s'arrête. Parce que cette grève n'a aucune raison de continuer 4 semaines, c'est pas possible. Cette grève n'a aucune raison de continuer. Les solutions, elles sont nombreuses. Si on a repayé une partie des travailleurs, on peut solder le reste. Merci. C'est moi qui vous dis merci. La suite de cette édition d'information, l'insécurité prend de l'ampleur à Libreville depuis quelques temps. C'est du moins ce qui ressort de témoignages dans les rues, de quartiers au sein de l'administration, suivant les réactions de population au micro de Jessica Anjoa. C'est une problématique sans cesse grandissante, l'insécurité à Libreville. Braquage à main armée, viol, assassinat, cambriolage, agression des clients à bord des transports en commun. Une triste réalité qui crée la psychose chez plusieurs citoyens. Si le chômage pour certaines personnes est un élément primordial, d'autres raisons sont évoquées. Aujourd'hui, je vous assure qu'on a peur. On a peur, on se balade avec la peur au ventre. Même quand vous m'avez interpellé, du coup j'ai eu peur. Donc on ne sait pas d'où ça vient en fait. Donc c'est un peu ça, c'est de redéployer la police, multiplier les patrouilles. Contrairement aux années antérieures, je pense que l'insécurité a un peu pris plus d'ampleur. Et cela est visible, cela se constate par les bouches à oreille, ce qui se dit, les braquages et autres, y compris ce qu'on lit et voit dans les réseaux sociaux. Que nos autorités puissent mettre un accent là-dessus. La démarche d'aller dans un commissariat n'est pas quelque chose qui a porté du fruit. Okay, parce que le crime peut se passer. Moi je suis en Zengayon, le crime peut se passer au niveau de Montalier, le commissariat est au rond-point. Vous voyez la distance qu'il y a entre où je me fais braquer et où se passe la chose. Or, s'il y a beaucoup des points où on peut avoir des policiers dans les quartiers, ça ferait qu'entre là où je me fais braquer, où je me fais agresser, et là où se trouve le poste le plus près, je peux facilement arriver. Donc il faudra multiplier les postes de checkpoint. Et surtout, avoir des systèmes de police discrètes ou des polices civiles. Aujourd'hui, fort est de constater que petits et grands, la tranche d'âge allant de 13 ans et bien plus, posent ces actes sans aucun remords. Des solutions que nous pouvons trouver à travers les autorités. Nous ne le dirons jamais assez. La sécurité est la première des libertés. Aussi, face à l'insécurité grandissante, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, un engagement quotidien des forces de sécurité pour un maillage efficace du territoire devra être de mise. Pour ce, j'entends demander le renforcement de contrôle au point d'entrée du territoire national, avec une meilleure gestion des flux migratoires. La population gabonaise est donc exposée de jour comme de nuit, en vue de mettre en garde les auteurs malveillants et de lutter efficacement contre le phénomène d'insécurité. Beaucoup d'actions sont envisageables. Toujours en matière d'insécurité, le phénomène est allé grandissant ces dernières années au Gabon, une situation qui inquiète la population dans leur majorité. C'est ce que révèlent les résultats de l'enquête d'opinion Afro-Baromètre. Les détails avec Estelle Amvan. Selon la plus récente enquête menée par Afro-Baromètre, les Gabonais estiment que leur pays est sûr pour y vivre, mais que cette sécurité s'est dégradée depuis 2015. Sur 10 Gabonais, 6, soit 61%, disent que les vols constituent la menace la plus grave pour leur sécurité et leur sûreté. Pour ce qui est de la confiance envers les forces de défense et de sécurité et leur performance, l'enquête révèle que la plupart des citoyens perçoivent les policiers et les gendarmes comme impliqués dans les affaires de corruption et leur font peu confiance. La large majorité de Gabonais jugent négative la performance du gouvernement dans la lutte contre la criminalité. Le phénomène n'est pas nouveau. Déjà dans les années 80, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question en affirmant que la capitale gabonaise passe à l'heure du banditisme sauvage. Ces dernières années,
la proportion des crimes et autres délits perpétrés par des Gabonais et des étrangers est allée grandissant, ont révélé les chercheurs Ondomiko et Mombo. Par ailleurs, les braquages et autres actes délictueux. Éducation, à présent, des nouveaux docteurs en chimie qui résultent de la première cuvée du système LMD, licence master doctorat adoptée par l'École normale supérieure. Occasion de revenir sur le contexte de son instauration dans cet établissement supérieur. Daniel Bouka. Elle a pour vocation scientifique, culturelle et professionnelle. L'École normale supérieure, conformément au décret 340 portant sur le LMD en République gabonaise, s'est vue basculer du système préparatoire au système licence master doctorat. Cette première cuvée marque un nouveau départ à cette instance professionnelle. Il y avait un système de cours préparatoire pour les sciences, donc en maths, MPC, donc maths, physique, chimie. Alors, donc c'est au cours, c'est les gens qui rentraient par concours, mais en cours préparatoire. Après 2 années de formation de haut niveau, ils passaient maintenant, ils repassaient le concours pour entrer en cycle de formation professionnelle. Décidé par l'exécutif, le système LMD, depuis 2010, s'est installé à l'ENES, comme dans toutes les écoles supérieures et universités du Gabon, au détriment des cours préparatoires qui ont longuement produit des professionnels exerçant dans le pays. Une rupture qui n'a pas été facile pour cette école. On a basculé en LMD depuis 2010, là. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 13 ans. Nous avons travaillé, on a redéfini, n'est-ce pas, le cadre pédagogique, les contenus de formation, en tenant compte du système de crédit. Donc, nous sommes vraiment honorés de voir que ces étudiants étaient très meilleurs dans leur discipline. Des brillantes prestations de ces nouveaux docteurs accompagnés par l'INES sont la preuve que le LMD porte à ce jour des fruits. Restons à l'école normale supérieure pour parler des soutenances doctorales en chimie organique, chimie des substances organiques. Ce 26 janvier, des études trouvent tout leur intérêt dans la société au regard de réalités quotidiennes. Retrouvons une fois de plus Daniel Bouka. Devant une parterre d'invités, rassemblant parents, amis et connaissances, des impétrants ont défendu le travail d'une dure larveur. Pour l'un d'entre eux, il s'est agi d'exposer sur la contribution à la caractérisation chimique et physico-chimique du mésocarpe, du fruit de raffia, Okiriman Ewand du Gabon. Tout ce qu'on sait du raffia, c'est ce qu'on peut voir dans l'artisanat, les constructions des maisons et tout ça. Mais côté ingurgité par l'homme, il n'y avait pas d'études. Très prisé au nord du pays, le raffia posséderait des vertus utilisables dans le domaine de la santé. Un usage bio qui profiterait au Gabon. Il y a bien des molécules bioactives et que ces molécules bioactives pourraient conférer aux fruits de raffia certaines propriétés biologiques telles que l'activité antioxydante qui sont responsables de la lutte contre certaines pathologies. Cependant, les conditions de recherche au Gabon laissent à désirer. C'est avec désolation que le directeur du mémoire de ce jeune docteur s'est exprimé, lançant un cri de détresse aux autorités compétentes pouvant pallier ce problème de grande envergure. En revanche, par rapport aux moyens qu'il nous faut pour réaliser ce genre de travaux, ce n'est pas du tout facile. Donc nous invitons les autorités à se pencher davantage sur le financement de la recherche au Gabon, parce que c'est vraiment difficile. Cette recherche s'inscrit dans une perspective d'aide au gouvernement. Connaître les composantes chimiques d'un produit permettrait aux principaux acteurs d'en faire bon usage. Par ailleurs, le choix de ce thème a également pour vocation d'inciter plus d'un à l'étude des produits locaux pour une meilleure utilisation. Une note triste dans cette édition d'information. Décédé le 20 janvier dernier, Michael Moussa Adamo, le ministre des Affaires étrangères, a été inhumé il y a quelques jours dans la commune d'Akanda. Au nombre de personnalités présentes des obsèques, la présence du président et son épouse qui ont tenu à rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Presse présidentielle. C'est l'une des figures marquantes de la vie politico-diplomatique du Gabon qui s'en va pour l'éternité. Grand serviteur de l'État,
Michael Moussa Adamo a tiré sa révérence le vendredi 20 janvier dernier. Uni face à cette épreuve, en ce jour de funérailles, le couple présidentiel est venu s'incliner devant la dépouille d'un ami loyal, d'un fidèle de longue date et d'un proche. Dans cette atmosphère lourde, le président de la République et son épouse, le Premier ministre, les présidents d'institutions, des dignitaires et des personnalités diverses se sont pliés au devoir de mémoire pour un dernier hommage aux disparus, musulmans croyants et pratiquants, qui a également eu droit à une cérémonie religieuse conformément au rite funéraire musulman. La mort vient d'arracher à l'affection des siens notre frère, père, collègue, époux, M. Michael Moussa Adamo, ministre des Affaires étrangères. Nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et dans le 20e chapitre du Coran intitulé Taha, au verset 55, Allah résuma ces trois phases en ces termes, je cite. C'est elle, autrement dit, de la terre que nous vous avons créée. En elle, nous vous y ferons retourner. Et d'elle, nous vous ferons encore ressortir. Fin de citation. Né le 10 janvier 1961, Michael Moussa Adamo quitte le monde des vivants le 20 janvier 2023. Ancien ambassadeur du Gabon aux États-Unis et membre du gouvernement de la République depuis le mois de janvier 2020, le natif de Makoko, dans la province de Logo-Ivindo, a connu un destin hors du commun. Marié et père de famille, ce grand serviteur de l'État a été inhumé conformément à ses convictions religieuses. L'actualité hors de nos frontières, à présent, une mystérieuse explosion de bombe qui a frappé mercredi un groupe d'éleveurs au centre du pays a fait une quarantaine de morts. Dans cette région du pays, les différends entre les éleveurs de bétail et les agriculteurs ont déjà causé la mort d'une dizaine de personnes. Sidela Niman pour le risque. Le bilan s'est alourdi depuis l'explosion qui a eu lieu mercredi. C'est aujourd'hui une quarantaine de morts contre 27 au début qui sont déplorés dans l'état de Nasarawa, au centre du Nigeria. Un groupe représentant des éleveurs avait affirmé mercredi que l'explosion venait d'une frappe de l'armée nigériane et avait exigé l'ouverture d'une enquête. Dans le passé, il y a eu des frappes accidentelles de l'armée sur des civils dans le nord du pays où les militaires combattent des djihadistes et des gangs criminels. Selon Abdoulaye Soulé, gouverneur de Nasarawa, c'est un drone qui est venu bombarder cette zone où un groupe de Peuls allait chercher leur bétail. Dans les régions du centre et du nord-ouest du Nigeria, les différends entre éleveurs de bétail et agriculteurs concernant les droits fonciers, de pâturage et d'eau sont courants. La semaine dernière, 9 personnes ont ainsi été tuées par des hommes armés à proximité d'un camp de personnes déplacées, selon les autorités de l'État de Benue. Les tensions dont les racines remontent à plus d'un siècle sont provoquées par les sécheresses, la croissance démographique, l'expansion de l'agriculture sédentaire et la mauvaise gouvernance. Ces dernières années, ces conflits ont parfois pris une dimension ethnique et religieuse, les éleveurs Peuls étant musulmans et les agriculteurs majoritairement chrétiens. Ces événements mettent encore en avant l'insécurité qui sera l'un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle prévue fin février au Nigeria. Comme le veut la Constitution, le chef de l'État Muhammadu Buhari, ancien général élu en 2015 puis réélu en 2019, ne se représente pas. Cap au Burkina Faso, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations au lendemain de l'annonce de retrait de troupes françaises dans le pays d'ici un mois. Sidela Niman nous en dit plus dans ce récit. Dans le contexte des derniers développements intervenus au Burkina Faso, le Quai d'Orsay a décidé de rappeler son ambassadeur à Paris pour mener des consultations sur l'état et les perspectives de la coopération entre les deux pays. Dans les usages diplomatiques, un tel rappel pour consultation signale un mécontentement avec le pays, voire une crise diplomatique,
Mais le rappel de Luc Alade coïncide également avec une demande de la junte burkinabé de remplacer l'ambassadeur, à qui il est reproché d'avoir fait état publiquement de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Au Burkina Faso, un sentiment anti-français se fait de plus en plus ressentir. La présence des bases militaires françaises au Burkina Faso viole sa souveraineté. Allant dans ce sens-là, c'est un devoir que nous ayons revendiqué son départ et qu'aujourd'hui ce soit effectif. Un État qui dit qu'il est souverain doit être capable de se défendre lui-même. Il n'appartient pas à une autre armée de venir défendre notre État. L'autre élément, pour les armées, nous sommes conscients également de ce que la France a fait en Libye, et également en Syrie. Donc, on peut dire que les interventions de la France en Libye ont contribué également à cette situation. Donc, on peut se demander, des gens qui sont à l'origine de cette situation, est-ce qu'ils peuvent véritablement venir nous aider à sortir de cette situation? Le Burkina Faso héberge actuellement un contingent de près de 400 militaires des forces spéciales françaises dans une opération baptisée Sabre. Ces militaires auront quitté le pays d'ici fin février et le retrait de tout leur matériel devrait être achevé fin avril. L'option privilégiée serait alors de redéployer ces militaires au Niger voisin qui accueille déjà près de 2000 personnels français. Ouagadougou souhaite le départ des forces militaires françaises sans autant rompre diplomatiquement avec Paris, mais la France reste désormais dans l'attente des décisions de partenariat des autorités burkinabées qui ont amorcé un rapprochement avec la Russie. Voilà qui met un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve lundi s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.